Bonjour, chers étudiants. Je vais faire la séance 3 pour le module de droit d'enregistrement. La dernière fois, on s'était arrêté sur les mutations à titre onéreux de biens immeubles. On avait défini la mutation comme le passage d'un droit d'une tête à une autre tête. Et on avait dit que cette transmission pouvait être une transmission apparente ou réelle. On l'a bien défini. Maintenant, on va continuer sur cette lancée pour faire aujourd'hui les mutations à titre onéreux de biens meubles. Ce qu'il faut retenir sur ça, le régime juridique applicable à la mutation des biens meubles varie en fonction de la nature du bien. Donc, ce qu'on applique, par exemple, sur un véhicule, ce n'est pas la même chose qu'on applique sur des créances, ce n'est pas la même chose qu'on applique sur les titres, etc. On va essayer de faire une lecture étagée de chaque type de mutation pour les biens immeubles. Et on a dit que le régime fiscal varie en fonction du caractère juridique de ces meubles. Maintenant, pour les ventes gré à gré, généralement, la transmission, c'est 3%. C'est une transmission le taux à appliquer est un taux de 3%. Maintenant, pour les ventes publiques aussi, de biens meubles, à la base du tribunal, la loi, comme que c'est une vente publique, la loi applique 5%. Mais pour les ventes gré à gré, c'est 5%. Après ça, on va rentrer sur la session des fonds de commerce. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce? Un fonds de commerce est un ensemble d'éléments qui attirent et qui conservent une clientèle. Donc, ce sont des éléments qui attirent et conservent une clientèle. Dans les éléments qui regroupent le fonds de commerce, il y a des éléments obligatoires, il y a des éléments qu'on appelle des éléments facultatifs. L'ensemble des éléments obligatoires du fonds de commerce, c'est ce qu'on appelle fonds commercial, et les autres éléments sont des éléments facultatifs. Le fonds commercial comprend obligatoirement la clientèle, l'enseigne ou le non commercial. C'est ça qu'on appelle le fonds commercial. C'est voilà les éléments obligatoires d'un fonds de commerce. Les autres éléments, comme les installations, les aménagements, le matériel, le mobilier de bureau, les marchandises, entre autres, tout ça sont des éléments facultatifs. Pour pouvoir parler d'une session de fonds de commerce, il faut nécessairement qu'il y ait une session de la clientèle, de l'enseigne ou du non commercial. Et cet ensemble obligatoire-là, c'est ce qu'on appelle fonds commercial. Maintenant, les sessions de fonds de commerce, on applique un taux de mutation de 5% pour les fonds de commerce. Mais la loi vous dit qu'on peut avoir un tarif de faveur de 2%. Et ce tarif ne s'applique que sur la partie marchandise. Mais pour appliquer ce tarif, il faut respecter des conditions. Donc, lorsque je cède mon fonds de commerce, normalement, le taux de droit commun, c'est 5%. Mais il y a un taux de 2% qui peut être appliqué que sur la partie marchandise lorsque ces dernières sont neuves et détaillées article par article avec un prix particulier pour chaque article. Mais s'il n'y a pas lorsque ces conditions ne sont pas réunies pour la cession du fonds de commerce, on n'applique pas un taux de 5, on n'applique pas pour les marchandises un taux de 1%, mais on va appliquer un taux de 5%. Bon, les éléments obligatoires comme pour un fonds de commerce, c'est la clientèle, c'est l'enseigne ou le fonds commercial. Maintenant, les sessions de fonds de commerce, comme je disais tout à l'heure, sont enregistrées au tarif de 5%, mais un tarif de faveur peut être appliqué sur la partie marchandise lorsque ces dernières sont neuves et détaillées article par article avec un prix particulier pour chaque article. C'est ça un fonds de commerce. Par commodité de langage, beaucoup de gens utilisent fonds commercial et fonds de commerce comme synonyme. Le fonds commercial n'est pas synonyme du fonds de commerce. Le fonds commercial est un élément du fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments obligatoires du fonds de commerce, en l'occurrence la clientèle, l'enseigne ou le non commercial. D'accord? Maintenant, comme j'ai dit, c'est une session où on applique un tarif de 5%. Maintenant, les sessions de droits sociaux. Vous savez, lorsqu'on crée, par exemple, une société, les actionnaires ou les associés apportent ce qu'on appelle font des apports. Ces apports-là, en contrepartie, la société leur donne des droits sociaux. Ça peut être des actions ou des parts sociales. Ça dépend des types de sociétés. On est bien d'accord. Mais maintenant,
on prend le cas d'une personne, Fadel Diallo, qui me vend ses titres. Lorsque Fadel Diallo me vend ses titres, on doit l'enregistrer au tarif d'1%. 1%. M. Diallo est actionnaire d'une SA X, mais il veut me céder ses actions. Normalement, le taux de droit, comme on nous dit, c'est 1%. Maintenant, il y a un régime particulier qu'on appelle la période de non-négociabilité. C'est un régime particulier. C'est-à-dire que, ici, la loi, à travers ce qu'on appelle la théorie de la mutation conditionnelle qu'a développé Potier en 1869, mais je ne vais pas étaler cette théorie-là sur cette partie. On aura le temps quand on fera la partie sur les droits applicables sur les sociétés, en l'occurrence sur la Constitution. Là, Potier avait développé une théorie, mais on va y revenir. Maintenant, j'ai dit que le taux de droit commun, c'est 1%, lorsque M. Diallo me cède ses actions. Maintenant, il va de soi de retenir que le régime particulier nous demande, lorsque M. Diallo me cède ses actions pendant la période de non-négociabilité, écoutez bien, la période de non-négociabilité, c'est une période de 3 ans à compter de la date de constitution de la société. C'est-à-dire, on a constitué la société, par exemple, en 2017, 2018, 2019. Donc, janvier 2017, janvier 2018. En courant en 2018, M. Diallo veut me céder ses actions. Lorsqu'il me cède dans les 3 ans à compter de la date de constitution de la société, cette cession a été effectuée pendant la période de non-négociabilité. Dans ce cas, le tarif de 1% n'est plus applicable. Le tarif de 1% sera appliqué si et seulement si on dépasse la période de non-négociabilité de 3 ans. Mais si la cession est pendant la période de non-négociabilité, dans ce cas, le tarif de 1% ne sera pas applicable. C'est le tarif de droit commun en fonction de la nature du bien apporté par le Sénat. Je m'explique. Si M. Diallo, il me cède ses actions, alors que M. Diallo m'avait apporté initialement, en constituant la société, M. Diallo avait apporté un terrain. Il m'apporte un terrain, 18 mois après, il veut me céder ses actions. Dans ce cas, on n'appliquera pas. Il m'a cédé des actions, mais la cession a eu dans les 3 ans à compter de la date de constitution. Dans ce cas-là, on n'appliquera pas le tarif de 1%, mais on va appliquer le tarif du bien apporté par le Sénat. Je m'explique, il avait apporté un terrain c'est un bien immeuble, et sur les biens immeubles, le tarif est de 5%, dans ce cas, on applique 5%. Maintenant, si M. Diallo m'avait cédé le terrain 3 ans après la Constitution, dans ce cas, je ne suis plus dans la période de non-négociabilité, et dans ce cas, on va appliquer le tarif de 1%. Donc, ça, c'est une théorie développée par Potier en 1869, mais on va y revenir quand on fera les droits sur les actes de société. Mais il faudra retenir les cessions de titres, les cessions de droits sociaux, généralement d'actions, parts sociales ou d'obligations, sont enregistrées au tarif de 1%. Mais pour les cessions de droits sociaux, actions ou parts sociales, regardez est-ce qu'on est dans les 3 ans ou au-delà des 3 ans. Si on est dans les 3 ans à compter de la date de constitution, on est dans une période de non-négociabilité. Dans ce cas, le tarif de 1% ne sera plus applicable. On va appliquer le tarif en fonction de la nature du bien apporté par le Sénat. Le tarif de 1% ne s'appliquera que si la cession a eu lieu après les 3 ans à compter de la Constitution. D'accord? Maintenant, après les créances, après les droits sociaux, on va parler des créances. Une créance, c'est une somme que l'on nous doit. Je peux avoir, par exemple, 5 millions, une créance sur monsieur Diallo, Fadel Diallo. Monsieur Diallo, il me doit 5 millions. Maintenant, j'ai un besoin imminent d'argent, je dis à monsieur Diop Aynina, viens, je te vends la créance que j'ai sur Diallo. Il va me rembourser dans 6 mois. Maintenant, vous savez que M. Diop ne va jamais accepter d'acheter cette créance-là à 5 millions. Il va me dire non, comme que moi, je vais acheter à 4 500 000, de telle sorte qu'à l'échéance, c'est M. Diop qui va se présenter chez M. Diallo pour lui demander son paiement. Ce qui va se faire, c'est quoi?
Dans ce cas, il y a une session de créance que j'ai effectuée au profit de M. Diop. On doit l'enregistrer. Il y a 5 millions la créance nominale et 4 500 000 le prix de cession de cette créance. Dans ce cas, la loi nous dit, en calculant les droits de mutation, il faut le calculer sur le nominal de 5 millions, mais pas sur le prix de cession. D'accord? C'est ça qu'on veut dire, les cessions de créance sont enregistrées au tarif de 1% applicable sur le nominal et non pas sur le prix de cession. Voilà les cessions de créance. En dehors des cessions de créance, on y va sur les cessions de véhicules. Les cessions de véhicules neufs ou d'occasion. Pour les cessions de véhicules neufs, on applique le tarif de 1%. Pour les cessions de véhicules d'occasion, on applique un tarif de 2%. Mais maintenant, lorsque le véhicule pose un problème de cotation, par exemple, il y a des véhicules vraiment qui sont obsolètes et très souvent, on a un problème d'estimation de la valeur. Dans ce cas, ces véhicules sont enregistrés au droit fixe de 50 000. D'accord? Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur d'occasion qui sont importés, on prend la valeur CAF, augmentée des taxes et des droits de taxes perçus sur le cordon douanier à l'exclusion de la TVA. On est bien d'accord. Mais pour les véhicules neufs, on applique le tarif de 2%. Pour les véhicules d'occasion, on applique le tarif de 5%. Pour les véhicules neufs, on applique le tarif de 1%. Et pour les véhicules d'occasion, on applique le tarif de 2%. D'accord? Maintenant, les ventes simultanées de meubles et d'immeubles. Vente simultanée de biens meubles et d'immeubles. C'est-à-dire, j'ai un acte de cession. Et dans cet acte de cession, il y a un immeuble et il y a des biens meubles. Il y a des biens meubles. J'ai vendu, par exemple, à M. Ndiaye un terrain et je lui ai vendu un véhicule, je lui ai vendu des créances, je lui ai vendu des marchandises, etc. En tout cas, dans l'acte de vente, il y a des biens meubles et des biens immeubles. Dans ce cas, on doit appliquer un tarif de 5%. Mais lorsqu'il est stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, c'est-à-dire qu'on a détaillé les objets mobiliers et on a donné. Par exemple, on a dit le terrain 20 millions, les marchandises, voilà la composition, chaque marchandise coûte, etc. Dans ce cas, pour la partie immeuble, on appliquera un tarif de 3% au lieu de 5%. D'accord? Maintenant, il faudrait voir est-ce qu'il y a un détail qui existe dans l'acte de cession qui permettra à posteriori d'appliquer un tarif de 3% sur les biens immeubles. Sur les biens meubles, autant pour moi. Mais pour les biens immeubles, on appliquera un tarif de 5%. Ça aussi, c'est d'une importance capitale à retenir. C'est lorsque, par exemple, un acte de vente contient des biens immeubles et des biens immeubles, il sera appliqué un tarif de 5%. Mais on peut revoir le tarif de 5% et le ramener à 3% pour les biens meubles lorsque ces derniers ont fait l'objet d'un détail annexé au contrat. D'accord? Maintenant, on va sur le régime des échanges. Les échanges d'immeubles. C'est un nouveau chapitre. Les échanges d'immeubles. L'échange, c'est quoi? L'échange est un contrat par lequel chaque partie donne une chose pour en recevoir une autre en contrepartie. Du point de vue fiscal, seuls les échanges d'immeubles font l'objet d'une tarification spéciale. Abdou Aziz a un terrain, j'ai un terrain, on fait une opération d'échange. Dans ce cas, la tarification est spéciale. Les autres formes d'échange, on les considère comme des véritables ventes et sont taxées comme telles, suivant la nature des biens échangés. On échange un véhicule contre des marchandises. Ça, on le considère comme une opération de cession. On y reviendra. Mais lorsqu'il s'agit d'échange de deux biens immeubles, dans ce cas, la tarification, elle est spéciale. Maintenant, on a deux types d'échanges pour les immeubles. On a les échanges purs et simples et on a les échanges avec surtout ou plus-value. On parle d'abord des échanges purs et simples. Échange pur et simple, c'est quoi? Je prends le cas. Abdou Aziz, il a un terrain à Kermassar, j'ai un terrain à Zakba. Je veux habiter Kermassar, lui, il veut habiter Zakba. Le prix de son terrain est estimé à 15 millions, le prix de mon terrain est estimé à 15 millions. Dans ce cas, on est dans le cas d'échange pur et simple. Pourquoi? Parce que les terrains sont de même valeur. Voilà, 15 millions, 15 millions.
Dans ce cas, comment on va calculer l'échange? On va prendre 3%, on l'applique sur la valeur d'un des lots. Là, un terrain de 15 millions et on a un terrain de 15 et moi j'ai un terrain de 15 millions. D'accord? N'oubliez pas la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes. L'obligation que je transfère à Abdou Aziz mon terrain entraîne forcément l'obligation qu'il doit me transmettre son terrain. Donc, de telle sorte que ces dispositions sont dépendantes, donc un seul droit sera réclamé. Attention, je rappelle. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant, dans ce cas, il a un terrain de 15 millions, j'ai un terrain de 15 millions, le tarif applicable à son terrain, le tarif qu'on va appliquer, c'est 3%, mais sur la valeur d'un des terrains, pas des deux terrains. On va prendre 15 millions, on applique 3%, c'est comme ça qu'on calcule les droits. Il faut le savoir. On ne va pas prendre le terrain d'Abdou Aziz 15 millions et mon terrain 15 millions, on fait 30 millions, on applique 3%. On prend la valeur d'un des terrains, on applique 3%. C'est bon? Échange avec surtout ou plus-value. Lorsque les immeubles échangés sont de valeur inégale, la différence de valeur constitue une soulte si elle est exprimée en argent ou une plus-value lorsque aucune soulte n'est stipulée. Je garde mon exemple avec Abdou Aziz. Son terrain est de 20 millions, mon terrain est de 15 millions. Vous savez, donc les immeubles sont de valeur inégale. Dans ce cas, il y a une soulte lorsque c'est exprimé en argent ou une plus-value lorsque aucune soulte n'est stipulée, c'est-à-dire que la différence de valeur n'a fait l'objet que d'une constatation sur le plan comptable. Maintenant, Abdou Aziz, son terrain est de 15 millions, est de 20 millions, mais mon terrain est de 15 millions. Comment on va faire? Ici, on va calculer un droit d'abord sur l'échange. Il faut calculer deux droits. Un droit sur l'échange et un droit sur la soulte ou plus-value. Vous suivez bien mon regard. Il a 20 millions son terrain, mon terrain est de 15 millions, donc il y a une différence de valeur. La différence de valeur, on le considère comme une soulte. On l'avait expliqué quand on faisait les autres conventions taxables. Là où j'avais expliqué la datation en paiement, la clause de délit, le pacte de reméré, entre autres, qui sont des contrats, les conventions particulières en matière d'enregistrement. Maintenant, ici, la valeur de l'immeuble d'Abdou Aziz est de 20 millions. La valeur de mon immeuble est de 15 millions. Donc, il y a une différence de valeur de 5 millions. Donc, on va calculer deux droits. Un droit sur l'échange et un droit sur la soulte. Et comment on va faire? On va prendre 5 millions. On va prendre d'abord le droit sur l'échange. Le droit sur l'échange, c'est 3%. Mais 3%, on va l'appliquer sur la valeur du lot le plus faible. Le lot le plus faible, c'est mon lot, c'est 15 millions. Donc, pour calculer le droit sur l'échange, je fais 15 millions fois 3%. Mais pour calculer le droit sur la soulte ou plus-value, on va prendre la différence de valeur, c'est combien? 5 millions, c'est cette soulte-là. Et les soultes en matière immobilière sont considérées comme de véritables ventes et on va appliquer le tarif de 5%. Donc, on prend 5 millions, on le multiplie par 5%. D'accord? Donc, ici, lorsque l'échange est avec soulte ou plus-value, on calcule un droit sur l'échange 3% sur la valeur du lot le plus faible et on va calculer un droit sur la soulte qui est la différence de valeur et là-bas, on va appliquer le tarif immobilier de 5%. Maintenant, échange d'un immeuble contre un bien meuble. On a dit, l'échange, ces échanges constituent fiscalement comme de véritables l'obligation de transférer un des biens échangés a pour conséquence l'obligation de transférer l'autre bien de telle sorte que ces dispositions sont dépendantes. Un seul droit de mutation à titre onéreux est exigible. Je vais échanger avec un immeuble, Abdou Aziz. J'ai un immeuble, par exemple, un immeuble de 20 millions. Abdou Aziz, il a deux véhicules de même valeur. De même valeur, par exemple. Abdou Aziz me donne le véhicule, je lui donne le terrain, il me donne les deux véhicules. Dans ce cas, l'obligation que je transfère le terrain entraîne l'obligation qu'il me transmet les véhicules. Donc, les dispositions sont dépendantes. On va prendre un des montants, c'est-à-dire 20 millions. On applique le tarif le plus élevé. Et sur des véhicules d'occasion, c'est 2%. Et sur les biens immeubles, c'est 5%. Donc, on va prendre les 5%, on l'applique sur 20 millions. D'accord? Voilà, en réalité, ce que je voudrais qu'on parcourt aujourd'hui, qui concerne en fait les mutations à titre onéreux de biens meubles, on a dit que pour les biens meubles, ça varie en fonction de la nature juridique, du caractère juridique de ces biens.
On est bien d'accord? Maintenant, on a vu les sessions du public, les sessions de gré à gré, on a vu les sessions de créances, les sessions de droits sociaux, les sessions les ventes simultanées de biens meubles et immeubles. Et on s'est appesanti aussi sur les opérations d'échange. On a dit que l'échange est une opération par laquelle une personne donne à une autre personne une chose pour en recevoir une contrepartie. C'est ça. Maintenant, on a dit que les échanges constituent de véritables ventes, mais pour les échanges d'immeubles, la tarification est spéciale et on a pris le temps de vous expliquer qu'en matière immobilière, il y a deux types d'échanges. Il y a les échanges purs et simples et il y a les échanges avec sous-tout ou plus-value. Mais pour les échanges avec sous-tout et plus-value, il faut calculer deux droits. Un droit sur l'échange et un droit sur la sous-tout ou plus-value. Maintenant, si vous voyez, il y a bien des exemples qui ont été illustrés à travers le cours et qui vous permettra a priori d'avoir en fait la compréhension en fait du cours. Et je vous remercie de votre attention et on se retrouve, Inch'Allah, pour la séance visio qui nous permettra d'éclaircir d'autres points. Merci de votre attention. Merci.